Les Aztèques. Un peuple mystérieux sur lequel circulent des histoires sanglantes. Des dizaines de milliers de victimes auraient été sacrifiées aux dieux sur les marches de leur temple. Au Mexique, plusieurs fouilles archéologiques l'ont confirmé. Du moins à ce qu'il semble. Les Aztèques étaient-ils aussi sanguinaires qu'on le pense? Edward Seller fut le premier à poser cette question. En résolvant l'énigme des codex aztèques il y a 130 ans, il a découvert leur véritable histoire. L'histoire débute par une plaisanterie de mauvais goût. Nous sommes à Buckingham Palace à l'été 1853. Deux spécimens d'une race humaine jusqu'alors inconnue sont présentés à la reine Victoria. Maximo et Bartola mesurent moins d'1 mètre. Ils seraient les derniers représentants du légendaire peuple aztèque. On ne sait alors presque rien sur cette ancienne civilisation d'Amérique centrale. Mais on fantasme beaucoup. Le public européen est crédule et les imposteurs ont la partie facile. Maximo et Bartola sont originaires du Salvador, où régnaient autrefois les Mayas. Ils n'ont aucun lien avec les Aztèques. Au XIXe siècle, l'empire du peuple aztèque, également appelé Mexica, a disparu depuis bien longtemps. De ses cités et de ses palais, il ne reste plus que des ruines. Seul l'aigle, fier symbole des guerriers aztèques, continue de planer au-dessus des temples abandonnés. Ce sont les conquistadors qui ont réduit l'empire aztèque à néant. En 1519, soit 30 ans après que Christophe Colomb ait accosté en Amérique, le conquérant espagnol Hernán Cortés débarque au Mexique. La suite est une affreuse histoire de destruction. Les Aztèques sont exterminés, leurs temples saccagés, leurs livres brûlés. Les survivants sont évangélisés par les missionnaires chrétiens. Au cours des siècles suivants, l'histoire du peuple aztèque ne sera plus vue qu'à travers le prisme des vainqueurs. Il faudra attendre le XIXe siècle pour qu'un homme soumette cette version de l'histoire à un examen approfondi. Il s'appelle Edward Seller. Il est allemand et se passionne pour les codex du Mexique. Ses livres d'images représentent des temples, des animaux, des objets variés et de mystérieux symboles. À l'époque, on ignore totalement leur signification. En 1882, Cecilia Sachs est loin de se douter que les Aztèques vont changer sa vie. Comment ça va, monsieur Seller? Je me sens beaucoup mieux. Suivi par le docteur Sachs pour des maux d'estomac chroniques, Edward Seller va tomber amoureux de sa fille, Cecilia. Edward vient de renoncer à son poste d'instituteur à cause de ses ennuis de santé. Il cherche une place de précepteur. Respirez profondément, monsieur Seller. L'amour va tout changer. Monsieur Seller, est-ce que tout va bien? Oui. Je vous ai demandé de respirer profondément. Oui, docteur. Excusez-moi. Edward Seller épouse Cecilia à l'automne 1885. C'est un mariage d'amour qui permet au petit précepteur de grimper l'échelle sociale. Le couple emménage dans une villa des beaux quartiers de Berlin. Grâce au père de Cecilia, ils vont mener une vie aisée, à l'abri des soucis matériels. Cecilia est une femme moderne.
Elle s'intéresse à la photographie et aux travaux de son mari qui, depuis plusieurs années, étudie l'histoire des civilisations américaines. Tous deux sont fascinés par les descriptions des peuples et des étranges rituels du Nouveau Monde. Les trésors des Incas, des Mayas et des Aztèques ont disparu depuis bien longtemps. Mais l'effondrement brutal de ces empires multiséculaires reste entouré de mystères. Et c'est sur les Aztèques qu'on en sait le moins. Cecilia aimerait entreprendre des études d'archéologie, mais l'université n'admet pas les femmes, à de rares exceptions. Édouard ? Oui, Veux-tu une tasse de thé ? avec plaisir. Elle veillait déjà avec amour sur son mari, mais elle va maintenant employer toute son énergie à l'aider dans ses travaux. Merci. Au cours de ses recherches, Édouard Seller, alors âgé de 33 ans, découvre l'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne. Un ouvrage rédigé à partir de 1540 par le missionnaire Bernardino de Sahagún, dernier espagnol à avoir pu recueillir le témoignage des survivants aztèques après la conquête du pays par Cortés. Bernardino de Sahagún a interrogé la population indigène. Il a beaucoup étudié la population d'Amérique centrale au XVIe siècle. On peut dire qu'il a été le premier ethnographe, le premier ethnologue de l'Amérique centrale. Les informations passionnantes recueillies par Sahagún exacerbent la curiosité d'Édouard Seller. Il veut tout connaître des Aztèques, de leur vie quotidienne, de leur religion. Mais pour cela, il va devoir déchiffrer leur codex. L'ouvrage de Sahagún va l'y aider, car il contient un lexique aztèque. Mais à Berlin, ses travaux piétinent. Il décide alors de prendre contact avec Antonio Peñafiel, le grand spécialiste mexicain des Aztèques. Je n'arrive plus à avancer, tu sais. Peux-tu me faire de la place pour le plateau ? Bien sûr. Merci. Pour comprendre les légendes du Mexique ancien, nous devons aller au Mexique. J'ai besoin de parler aux indigènes. J'ai besoin de voir les textes originaux. J'ai besoin de voir les sites antiques. Je veux faire des fouilles sur place. Et surtout, je veux rencontrer mon collègue. Antonio Peñafiel ? Oui. Dans sa dernière lettre, Antonio nous envoie même un itinéraire qu'il a concocté pour nous deux. Vraiment ? Oui. C'est Cecilia qui va donner l'élan décisif à son mari. Bon. Quand partons-nous ? Quand tu veux, ma chérie. Cette expédition l'enthousiasme, et l'argent de son père permet de la financer. Depuis New York, direction Santa Fe. À Santa Fe, on continue à cheval sur El Paso. Et de là, on prend directement le train pour Mexico. Depuis New York ? Mais ça va prendre au moins... Environ 3 mois, je pense. À cheval ? En bateau ? Jusqu'à Mexico ? 12 000 kilomètres séparent Berlin de la capitale du Mexique. Avec 20 millions d'habitants, Mexico est aujourd'hui l'une des plus grandes métropoles du monde. Pour des archéologues, une ville aussi peuplée est un cauchemar. Or, sous le béton de Mexico, gît l'ancienne capitale de l'Empire aztèque. Les Aztèques ont migré du nord de l'actuel Mexique vers la vallée de Mexico en 1325. Selon la légende, le lieu où ils choisissent de s'établir leur est indiqué par un aigle perché sur un cactus. Ils vont donner à la cité le nom de Tenochtitlan, qui signifie d'après certains le lieu du figuier de Barbarie. Bâtie sur une île au milieu d'un lac,
Tenochtitlan fut probablement la plus grande cité du Nouveau Monde à son apogée entre 1428 et 1521. Les édifices construits par les Aztèques sont grandioses. Depuis plus de 30 ans, Salvador Guilhem fouille le sous-sol de Mexico à la recherche de vestiges aztèques. Tenochtitlan comptait près de 70 000 habitants. Certains collègues parlent même de 300 000. La ville représentait tout l'univers des Aztèques. C'était le centre de toute l'Amérique centrale. Il y avait deux types de population, une population permanente et une population fluctuante qui venait tous les jours depuis la périphérie. C'était une cité très vivante. En 1887, Edward et Cecilia Seller ont hâte d'atteindre enfin Mexico. Ils ont voyagé durant 2 mois et demi, ont traversé l'océan Atlantique, puis tout le continent américain en train, en bateau, à cheval et à pied. Allez, viens, Edward. L'eau est bonne. Allez, ça rafraîchit, ça va te faire du bien. Viens. Allez. Allez, viens. Le voyage fatigue beaucoup Edward, qui est d'une santé fragile. C'est sa femme qui lui redonne courage à chaque fois. Cecilia, reviens. Ça va. Tu vas attraper froid. Allez, sors maintenant. Ils traversent le Mexique en novembre. Il pleut beaucoup. Ils perdent des bagages. La nourriture est souvent infecte. Mais Cecilia ne baisse jamais les bras. Cecilia Seller-Zachs était le moteur du couple. Au Mexique, elle a aussi ouvert des portes à son mari. Elle l'a aidé à entrer en contact avec la population locale. Edward Seller était un homme assez réservé. Or, au Mexique, il faut être assez direct, je crois, pour obtenir certaines choses. Edward et Cecilia Seller franchissent la dernière étape du voyage en train. Le ferrocarril met 60 heures à relier El Paso à Mexico. Edward rêve des temples et des palais aztèques et de la cathédrale métropolitaine. Symbole de la ville, elle a été bâtie par les Espagnols. Mais aujourd'hui, la cathédrale menace de s'effondrer. Depuis qu'un séisme a fait vaciller ses fondations, seules des poutres de soutènement la retiennent. Raúl Barrera est archéologue. Il supervise les travaux de restauration de la cathédrale. C'est ainsi qu'il a fait une découverte sensationnelle. Les vestiges d'un immense temple du soleil datant des Aztèques. Cette découverte fortuite a beaucoup aidé les archéologues qui tentent de reconstituer l'ancienne capitale. On sait aujourd'hui que Tenochtitlan était découpé en 4 sections. Le quartier religieux était au milieu, il représentait le cosmos des Aztèques. 4 grands canaux en partaient et séparaient les 4 sections. C'est tout ce que l'on sait actuellement. On ne connaît pas les frontières extérieures de la ville. Les Sellers n'ont aucune idée de ce qui les attend à Mexico. Edward se réveille d'un petit somme peu avant l'arrivée. Sa femme n'est pas à côté de lui et il ne la voit pas dans la voiture de première classe. Il la découvre sur les bancs en bois des secondes classes. Comme d'habitude, elle s'est très vite liée avec les autres voyageurs. Comment avez-vous tissé ces motifs? Ces motifs-là, c'est très simple. D'abord, vous prenez du fil rouge, ensuite vous placez les autres fils. Très très beau. Muy bien. Goûtez-moi ça, c'est très beau. Ah, muchas gracias. Cecilia a sa propre manière d'aborder l'histoire du Mexique. Fascinée par le pays et ses habitants, elle discute depuis des heures déjà dans un espagnol très rudimentaire. Voici mon mari qui arrive. Mi marido. Mucho gusto. Je m'appelle Edward.
Mucho gusto. Encantado. Vous savez à peu près où nous sommes? Si, on arrive à Mexico. Ah, si. Gracias. Gracias. Le train entre dans la vallée de Mexico et passe devant le grand volcan du Popocatépetl. Édouard Seller note dans son journal: plongé dans l'ombre, la silhouette noire du Popocatépetl surgit enfin des nuages et du brouillard. Nous arrivons bientôt à Mexico. Le 13 novembre 1887, Édouard et Cecilia Seller atteignent Mexico. Le fils d'Antonio Peñafiel les attend à la gare. Les deux archéologues correspondent depuis des mois. Par le biais de son collègue mexicain, Édouard Seller espère participer à des fouilles et recueillir des informations sur les codex aztèques. Gracias. Tu viens, Édouard? On a bien tout avec nous? Oui, oui. Je crois qu'on a oublié quelque chose. Où est ta sacoche? Nous Ah, avons c'est là. tout, je t'assure. Édouard oublie instantanément les fatigues du voyage. Hasta pronto. Adios. Hasta luego. Señor Seller, Si? buenos días. Je m'appelle Julio. Julio Peñafiel. Enchanté de vous rencontrer. Voici ma femme. Hola, mucho gusto. Buenos días. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Jeune homme, avant tout, j'aimerais savoir où l'on retire les bagages. Si, veuillez me suivre. Donnez-moi votre sac, por favor. Gracias. Entre la gare et la maison de Peñafiel, les deux voyageurs allemands découvrent Mexico, une ville bouillonnante de plus de 300 000 habitants. Cecilia prend tout de suite quelques clichés de la métropole. Ils aperçoivent le célèbre Templo Mayor, le quartier religieux au centre de la capitale aztèque. À l'époque, seule une infime partie a été mise au jour. Édouard est surexcité. Les Seller logent chez Antonio Peñafiel. Padre, Oui? je suis de retour avec monsieur et madame Seller. J'arrive tout de suite. Ah, mes amis. Bienvenidos. Je me félicite de vous recevoir enfin chez moi. Buenos dias, tout le plaisir est pour nous. Ah, señora. Muchas gracias, encantada. Merci pour votre hospitalité. Adelante, por favor. Il faut absolument que je vous parle de notre projet. Par ici, je vous en prie. Y tú vas a la cocina para ver si todo está listo, ¿vale? Peñafiel est l'un des premiers archéologues à étudier la civilisation aztèque. Il y consacrera toute sa vie. Édouard brûle de reprendre ses travaux. Mais son séjour à Mexico débute par une amère déception. Muchas gracias. Antonio. Hier matin, je suis revenu de la Biblioteca Nacional. Par le Templo Mayor. J'ai été surpris, les fouilles sont invisibles. Le président mexicain vient d'interdire absolument toutes les fouilles archéologiques. Vous voulez dire qu'ils ne nous laisseront pas ouvrir un chantier de fouilles là-bas? Si, je regrette. C'est déplorable. Nous pouvons aller faire des relevés sur place, mais nous ne serons pas autorisés à procéder à de vraies fouilles. C'est absurde. Je suis désolé. J'attendais énormément de ces fouilles, Antonio. C'est un terrible revers pour Édouard. Aurait-il parcouru tout ce chemin pour rien? Il n'a plus qu'à s'enfermer dans la Bibliothèque nationale. C'est sa dernière chance de progresser. Durant des semaines, il va étudier des copies des codex du Mexique. Les originaux sont disséminés aux quatre coins du globe. À l'époque, personne ne connaît la réelle signification de ces manuscrits.
Ce qui frappe d'abord dans tous ces codex, ce sont les images de sacrifice. Faut-il en déduire que les Aztèques étaient un peuple sanguinaire? Édouard travaille sans relâche. Cecilia et Antonio le secondent chacun à sa manière. Buenos días. Cecilia, pourrais-tu lire les chapitres de Sahagún sur la représentation des dieux? Je cherche des renseignements sur cette image surtout. Chapitres 3 et 4? Oui. Eduardo, résumons ce qu'on sait déjà. Nous avons 25 images. Toutes représentent un couple. C'est le Codex Borgia. Moi, je penche pour des couples de divinités. Quelle signification donner à ces différentes couleurs? Là, regarde. Édouard identifie des symboles qui se répètent dans plusieurs codex et fait une découverte étonnante. Il s'agit du calendrier aztèque. Comme nous, les astronomes aztèques divisaient l'année solaire en 365 jours. Mais ils utilisaient également un calendrier sacré de 260 jours. La Piedra del Sol, la pierre solaire, est la représentation la plus connue du système complexe des calendriers aztèques. C'est un disque de 24 tonnes découvert en 1790 à Mexico. Edward Seller s'aperçoit que le premier jour de l'année solaire et le premier jour de l'année sacrée coïncident tous les 52 ans. Cette date est considérée comme sacrée. Elle marque le début du siècle et revient souvent dans la culture aztèque. Les symboles calendaires se retrouvent sur une pyramide que l'on surnomme le temple du calendrier. Ce temple se trouve dans le quartier de Tlatelolco, que seul un petit canal séparait de la capitale. Avec 67 édifices exhumés à ce jour, c'est le plus grand site archéologique aztèque. Les spécialistes se sont souvent disputés à son sujet. Pour certains, Tlatelolco était un quartier de la capitale comme un autre. Pour d'autres, c'était le quartier des Halles. Aujourd'hui, la découverte d'un centre religieux dans Tlatelolco semble indiquer une troisième hypothèse. Tenochtitlan, la capitale, a été fondée en 1325. Selon les sources traditionnelles, Tlatelolco a été fondée 13 ans plus tard par un groupe dissident. Avec le temps, les deux villes rivales ont fini par se rapprocher et se sont développées parallèlement et ont décliné en même temps avec la conquête du Mexique par les Espagnols. Comme Tenochtitlan, Tlatelolco possède donc en son centre un templo mayor et un quartier religieux où les Aztèques rendaient hommage à leurs dieux. Mais à quoi servaient tous les escaliers qui semblent mener dans le vide au pied du grand temple ? Après des années de recherche, Salvador Guilhem et son équipe ont trouvé une explication. Il n'y a pas une, mais plusieurs pyramides construites les unes sur les autres. Elles sont au nombre de 7. La dernière fait plus de 80 mètres de haut, ce qui constitue une véritable prouesse technique. Pourquoi élever un nouveau temple par-dessus l'ancien ? La réponse est dans le calendrier aztèque reconstitué par Edward Seller. Les Aztèques érigeaient un nouveau temple à chaque changement de siècle, tous les 52 ans. Des cérémonies marquaient le passage d'un siècle à un autre. On allumait un feu nouveau et l'on tentait de se concilier la faveur des dieux par divers sacrifices, dont des sacrifices humains. Dans le monde des Mexicas, comme les Aztèques se nomment eux-mêmes, les sacrifices humains ont le même but que dans les autres civilisations. C'est un moyen de communiquer avec les dieux. Sacrifier aux dieux, c'est faire un acte sacré. Beaucoup de cultures ont utilisé le sacrifice humain pour entrer en relation avec les dieux. Les chroniqueurs espagnols parlent de milliers de victimes sacrifiées à chaque nouveau siècle, tous les 52 ans. Mais ces sources sont-elles fiables ?
Chaque nouveau temple devait-il être ainsi consacré par le sang d'innombrables victimes? En poursuivant leurs fouilles, Salvador Guillem et son équipe ont bien découvert des ossements humains. Mais il s'agit d'un seul crâne et de quelques os. Lors des fouilles précédentes, les archéologues avaient également découvert un petit nombre de squelettes. À Tlatelolco, on a découvert dans chaque temple quelques ossements humains portant les stigmates d'un sacrifice. Mais leur nombre est loin de correspondre aux récits faits par les missionnaires et les soldats espagnols. Certains parlaient de 20 000 victimes rien que pour l'inauguration du Templo Mayor de Tenochtitlan. Mais les fouilles archéologiques n'ont jamais confirmé ces chiffres. Si les archéologues n'ont pas découvert de charnier, ils ont en revanche trouvé un curieux mur en plein milieu de la pyramide. Ce mur les a d'abord laissés perplexes. Était-ce la cloison d'une chambre sacrificielle? Mais en creusant davantage, ils ont découvert la vérité. Ce mur fait partie d'un 8e temple encore plus ancien. Tlatelolco a connu au moins 8 phases de construction. Pour savoir s'il y en a encore plus, il faut creuser jusqu'au cœur de la pyramide. On connaîtra alors la date réelle de la fondation de la ville. En 1887, Édouard Seller passe des nuits entières sur les codex de la Bibliothèque nationale. Ses collègues mexicains sont admiratifs. Buenos días, señor Pérez. Buenos días, señor Seller. Alors, comment ça avance? C'est bien, merci. Bon dia. Édouard épluche le Codex Mendoza qui décrit la vie quotidienne des Aztèques et ses règles très strictes. Concernant l'éducation des enfants, par exemple, on y apprend que les Aztèques punissent un garçon de 10 ans en tenant sa tête au-dessus d'un feu dans lequel on a jeté des piments. Selon leur âge et leur sexe, les enfants se voient confier différentes tâches. La pêche et les travaux des champs pour les garçons, la cuisine et la couture pour les filles. Pour Édouard, la discipline qui règne dans toute la société mexica est l'un des facteurs de la formidable expansion de l'Empire. Les guerriers aztèques ont en effet soumis presque tous les peuples d'Amérique centrale. À son apogée, leur empire s'étend des zones semi-arides du nord du Mexique jusqu'à la côte pacifique. Au cours du siècle précédant l'arrivée des Espagnols, l'Empire aztèque a été le plus puissant d'Amérique centrale. Au départ, les Mexicas, c'était un tout petit groupe ethnique. Peu à peu, ils sont devenus de plus en plus puissants et ont soumis les peuples voisins. On parle parfois de la mosaïque aztèque. La civilisation aztèque a rayonné sur tout le territoire correspondant à l'actuelle Amérique centrale. Édouard en apprend tous les jours davantage sur le monde disparu des Mexicas. Buenas noches. Au bout de 3 mois, il parle et lit couramment le nahuatl, la langue aztèque. La lecture des codex lui apprend que les Mexicas disposaient d'un autre atout dans leur conquête de l'Amérique centrale, un vaste réseau d'espions. À l'origine, les Pochtecas sont de simples commerçants. Mais pour s'approvisionner en marchandises, ils partent loin et sont amenés à négocier avec des peuples étrangers parfois hostiles. Au fil du temps, ils vont devenir les yeux et les oreilles de l'empereur. Ils apprennent les langues et les coutumes des pays visités,
se renseigne sur les forces armées, les troubles intérieurs ou encore les ressources naturelles. Ces informations serviront à préparer la prochaine campagne militaire aztèque. Lorsqu'ils reviennent chargés de précieuses marchandises, les Pochteca profitent de la nuit pour naviguer sur les canaux jusqu'au cœur de Tenochtitlan et faire leur rapport à l'empereur. À mesure qu'Edward Seller déchiffre le code secret des Aztèques, il en apprend davantage sur cet univers qui le fascine. Il ne songe plus à faire de fouilles. La bibliothèque est devenue son terrain de recherche. Cecilia, elle, passe tout son temps à l'extérieur. Elle part seule à la découverte de la région de Mexico. Partout où elle circule, on se passe le mot. L'Européenne s'intéresse aux vieux objets. En général, tout le village accourt pour lui vendre des poteries ou des statuettes. Mais comment différencier les pièces authentiques des copies? Et comment fixer un juste prix? Madame, regardez mon plateau. C'est un plateau typique de la région, en bronze. Et ça? Ça vous appartient? Si, signora. C'est bien à moi. Combien? Quanto es? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous me l'avez amené pour le vendre. Bueno, está bien. 2 pesos? Un peso. Un peso? Está bien, señora, está bien. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Cecilia apprend rapidement à distinguer les vraies antiquités des fausses. Elle acquiert notamment un masque de guerrier aztèque dont l'intérieur est couvert d'étranges symboles. Les pièces les plus précieuses de la collection Seller sont aujourd'hui au musée ethnologique de Berlin, où l'on peut également admirer l'une des œuvres d'art aztèque les plus connues, une coupe rituelle qui servait à recueillir le sang des victimes offertes en sacrifice. Combien de fois cette coupe a-t-elle servi? Des dizaines ou des milliers de fois, comme l'ont affirmé les Espagnols? À Tlatelolco, Salvador Guillem et son équipe ont finalement découvert une fosse commune dans une dépendance du Templo Mayor. À ce jour, ils ont identifié 39 squelettes. Ce sont presque tous des squelettes de jeunes gens âgés de 25 à 35 ans. Ces squelettes sont étendus avec le crâne orienté vers le nord ou le sud, à la manière européenne. On cherche actuellement à déterminer s'il s'agit de victimes d'une épidémie ou peut-être de soldats espagnols qui auraient péri durant l'assaut de Tlatelolco. Divers scénarios peuvent expliquer cette fosse commune. Apparemment, d'autres squelettes seraient ensevelis plus profondément dans le sol. Mais avant de les exhumer, les archéologues doivent consigner la position des ossements des couches supérieures. Il leur faudra plusieurs mois pour savoir s'il s'agit bien de soldats espagnols morts durant la guerre menée contre l'empereur aztèque Montezuma. D'ici là, ils ont un autre casse-tête à résoudre sur un site distant de quelques kilomètres seulement de Tlatelolco. La bibliothèque nationale où Edward Seller a fait ses recherches en 1887 est éventrée. Des travaux de rénovation ont fait apparaître un élément insoupçonné du palais de Montezuma. Elsa Hernandez a découvert un sol en basalte et un autel en pierre portant des traces de feu. Elle pense qu'il s'agit de l'autel sacrificiel privé de l'empereur aztèque. Les découvertes que font les archéologues touchent rarement à la sphère intime. Là, c'est le cas. C'est un autel très intime, très personnel. On n'est pas dans le cadre des sacrifices du Templo Mayor, qui devait être vu par tout le peuple. Cet autel-ci servait à des cérémonies privées dans les appartements de Montezuma. Cela nous apprend des choses sur les habitudes de vie de l'empereur et de ses proches.
Si cette interprétation se confirme, la découverte d'Elsa Hernandez est sensationnelle. Une chose est sûre, ces éléments en pierre se situent dans une aile très particulière du palais. C'est ce qu'on appelle la chambre noire de Montezuma. C'est une salle plongée dans l'obscurité totale, sans aucune source de lumière. Montezuma s'y retire pour méditer, pour demander conseil aux dieux ou obtenir leur appui pour ses campagnes militaires. Mais les archéologues ne pourront pas poursuivre leurs fouilles. Aussi incroyable que cela paraisse, un ascenseur doit être installé sur l'emplacement de l'hôtel personnel de Montezuma. Sans s'en douter, Edward Seller se trouvait donc quasiment dans l'antichambre de l'empereur aztèque. Mais d'ailleurs, que savait-il sur Montezuma? L'archéologue allemand a laissé d'innombrables notes, dessins et photos. Beaucoup gisent encore inexploités dans les archives de l'Institut ibéro-américaniste de Berlin. C'est un grand trésor qu'il faut déterrer. Il y a là des milliers de notes qu'il faut absolument répertorier et analyser. Elles recouvrent l'ensemble des connaissances d'Edward Seller. Édouard a puisé tout son savoir dans les rares codex épargnés par les conquistadors. Le papier utilisé pour ces codex était long à fabriquer. Le petit village de San Pablito est situé dans la région de Puebla, au nord de Mexico. Des coups de marteau s'entendent dès qu'on approche. Les Aztèques peignent les codex sur des peaux d'animaux ou du papier amatl. La fabrication artisanale de ce papier se perpétue encore de nos jours. De l'écorce de figuier est mise à tremper, puis à bouillir dans de l'eau mélangée à de la cendre et de la chaux. Les fibres sont ensuite rincées à l'eau claire, puis étalées sur un cadre en bois de manière à former un quadrillage. Les hommes du village martèlent ensuite les fibres durant des heures pour obtenir une pâte homogène. La pâte est ensuite lissée et blanchie au citron. La feuille ainsi obtenue sèche au soleil et peut être teintée si on le souhaite. De nos jours, le papier amatl ou papel amat est utilisé dans les beaux-arts. Ce support a permis de conserver les rares traces de ce que fut réellement la civilisation aztèque. En fin de compte, Edward Seller pourra tout de même étudier cette civilisation autrement que dans les livres. Plusieurs mois après son arrivée, il a en effet l'occasion inespérée de faire des recherches sur le terrain. Après d'âpres négociations, son ami et mentor Antonio Peñafiel a obtenu un laissez-passer pour les ruines de Xochicalco. Situé à 120 km au sud de Mexico, le site est accessible uniquement à cheval. En 1887, s'aventurer en dehors de la ville est périlleux. À tout moment, on risque d'être attaqué par des animaux sauvages ou des bandits. La route de Xochicalco est réputée particulièrement dangereuse. Cette fois-ci, c'est juste un poste militaire. Buenos días, caballeros. Où allez-vous? Nous sommes en route pour Xochicalco. Nous travaillons pour le compte de la commission scientifique, du ministère de l'équipement. Nous procédons à des mesures. Documento, por favor. Edward Seller notera dans son journal: depuis fort longtemps, ce bois, et d'ailleurs toute la montagne, sont connus pour être des repères de brigands.
Jusqu'à récemment, les attentats à la vie ou au bien des voyageurs étaient chose courante. La voiture est à une journée de cheval derrière nous. On ne peut pas attendre. Adelante. Ah! Xochicalco signifie en nahuatl la maison des fleurs. À la fin du 19e siècle, on ne sait quasiment rien sur ce site. Antonio Peñafiel et ses collègues mexicains espèrent que l'archéologue allemand pourra faire progresser les recherches. Édouard Seller écrit à son arrivée: La voilà, la fameuse pyramide de Xochicalco. Cet édifice peut être qualifié avec une certaine audace de joyau de l'architecture aztèque. Domingo, s'il te plaît, essaie de rendre les détails et les proportions avec autant de précision que tu peux. Je vais faire du mieux possible, Seigneur. Ah, Antonio, qu'en penses-tu? Perfecto, perfecto, perfecto. Xochicalco est l'un des rares sites épargnés par les conquistadors. Édouard Seller est fasciné par les magnifiques hiéroglyphes gravés sur les murs extérieurs du temple. Comme les codex, il raconte une histoire qu'il va s'appliquer à déchiffrer. Mets ça dans la tente, s'il te plaît. D'accord. Attention, c'est précieux, gracias. Antonio, je veux te montrer quelque chose. Ces symboles se retrouvent dans les boucles du serpent, mais aussi ici, là. Je crois que le style de ces bas-reliefs se rattache autant aux Aztèques qu'à la culture de Teotihuacan. Et aux Mayas, n'est-ce pas? Totalement, si. Mais certains éléments de ces hiéroglyphes n'appartiennent pas à la culture aztèque. Édouard Seller reconnaît des emprunts à la culture maya et à celle moins connue de Teotihuacan. Les photographies de Cecilia Seller vont étayer les travaux de son mari. Va te mettre là-bas, debout devant le temple, ce sera bien. Sur l'escalier, por favor. Oui, très bien. Aujourd'hui encore, ces clichés constituent de précieux documents pour les archéologues. Perfecto. Avec ses bas-reliefs, Xochicalco est l'un des plus beaux sites des civilisations anciennes du Mexique. À l'époque d'Édouard Seller, seul le temple principal et quelques petits édifices en ruine ont été mis au jour. Mais comme le montreront les fouilles plus tard, l'archéologue allemand avait vu juste dès le début. Antonio, tu as fait bonne pêche. Xochicalco était une cité multiethnique rassemblant plusieurs peuples d'Amérique centrale. Édouard Seller va écrire un nouveau chapitre de l'histoire des Aztèques. Regarde ça. Nous devrions retourner voir les hiéroglyphes gravés en haut du temple. Qu'en dis-tu? Édouard Seller avait un sens de l'observation très aigu et une excellente mémoire, ce qui lui permettait de repérer des motifs récurrents d'un site archéologique à l'autre. Il s'est employé à cela et sa plus grande contribution a été de montrer toute l'étendue géographique de plusieurs civilisations, dont les Aztèques. Aujourd'hui, d'autres quartiers de la ville aztèque ont été exhumés. On a découvert plusieurs temples et palais, ainsi qu'un terrain de jeu de balles. De par sa situation retranchée, Xochicalco a longtemps été une cité fortifiée. Après 8 mois passés au Mexique, Édouard et Cecilia Seller songent à rentrer. Niños, cuidado. Allez jouer dans votre chambre. Nous, on travaille. Cuidado. Antonio Peñafiel est devenu un ami intime. On peut partir des dessins de Domingo. Qu'en penses-tu? Édouard Seller a analysé tous les documents historiques disponibles. Il a appris la langue des Aztèques et déchiffré leurs livres.
Il est très attendu à Berlin. 24 mètres. Si. Largeur. Si. 18,58 mètres. Édouard ? Oui. Une vieille dame m'a vendu cette statuette l'autre jour au marché. Ah, Elle est belle, hein? Très belle. Très belle. Preciosa. Oui. Le Mexique aura aussi été un tournant dans la vie de Cecilia. Elle écrira plus tard dans ses mémoires: Mexico n'est pas un pays ou une région que l'on parcourt à la recherche de terres vierges ou de peuples primitifs inconnus. On supporte les fatigues importantes du voyage non pour trouver de la nouveauté, mais pour enquêter sur le passé. Pour finir, j'aimerais dire un dernier mot sur un grand chercheur, le professeur Mayer, qui m'a beaucoup aidé. De retour à Berlin, Edward Seller présente ses travaux lors d'un congrès. Des spécialistes venus d'un peu partout l'écoutent avec émerveillement décrypter pour eux les codex du Mexique. Le petit précepteur est devenu un archéologue reconnu dans le monde entier. Je citerai uniquement parmi nos homologues absents le directeur du Bureau mexicain des statistiques de la République, Antonio Peñafiel. J'espère avoir bientôt l'occasion de retourner dans ce magnifique pays qu'est le Mexique avec de nouvelles forces pour me remettre à la tâche et achever tous les projets que j'ai dû abandonner là-bas afin de faire progresser les connaissances sur l'Amérique centrale. Edward Seller retournera de nombreuses fois au Mexique pour poursuivre ses travaux. L'université de Berlin le nomme professeur. En 1910, il prend la direction de l'école d'archéologie de la ville de Mexico. Aujourd'hui, il est considéré en Allemagne comme le fondateur du mexicanisme, autrement dit des études de langue et civilisation mexicaine, et ses publications font toujours autorité. Edward Seller décède chez lui, à Berlin, en 1922, à l'âge de 73 ans. Edward Seller a rédigé une histoire complète des anciennes civilisations mexicaines, surtout des Aztèques, mais aussi d'autres peuples de Mésoamérique. C'est pour cela qu'on le considère aujourd'hui, à juste titre, comme la référence dans ce domaine. À la vôtre. À la vôtre. Après la mort d'Edward Seller, Cecilia va administrer son œuvre. Elle a accompagné son mari à 6 reprises pour de longs voyages d'études en Amérique centrale, mais aussi en Amérique du Nord et du Sud. Elle publie ses œuvres inédites, rédige elle-même plusieurs études, notamment sur les femmes dans l'Empire aztèque, et donne des conférences en Allemagne. Elle contribuera à faire connaître le Mexique et les Aztèques outre-Rhin. Cecilia Seller meurt 12 ans après son mari, en 1935, à l'âge de 80 ans. L'image que l'on a aujourd'hui des Aztèques a été en grande partie façonnée par Edward Seller. Les Espagnols les décrivaient comme un peuple sanguinaire perpétrant des sacrifices humains en masse. Mais c'était sans doute pour mieux justifier leurs propres exactions. Grâce à Edward Seller, on sait aujourd'hui que les sacrifices humains étaient beaucoup moins courants qu'on l'a longtemps cru. Edward Seller a aussi découvert ce qui faisait la force du peuple mexica, ses connaissances approfondies en astrologie, la discipline sévère qu'il s'imposait au quotidien et son vaste réseau d'espions. Les Aztèques ont bâti un empire. Malheureusement, au début du XVIe siècle, les conquistadors espagnols l'ont fait disparaître à jamais.